Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence des éditions du Septentrion de la Société historique de Montréal et de la Société historique de Québec. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche, président de la Société historique de Québec et éditeur aux éditions du Septentrion. Aujourd'hui, 8 décembre, on a le plaisir d'être avec Yvon Desloges pour une conférence intitulée L'alimentation en Nouvelle-France, du contact des Premières Nations à celui avec les Britanniques. Bonsoir, Monsieur Desloges. Bonsoir. Et donc, je vous présente brièvement notre conférencier. Yvon Desloges est historien retraité de Parc Canada. Il a mené une longue carrière à Parc Canada au cours de laquelle il s'est intéressé vivement à l'histoire de la Nouvelle-France et à l'histoire des fortifications de la ville de Québec. Il a notamment fait des travaux pionniers sur le logement à Québec, en Nouvelle-France, sur les fortifications, comme je mentionnais, sur l'histoire de la ville de Québec de manière plus générale, sur le climat et sur l'alimentation également. Ensuite, ses travaux sur le canal La Chine. Ce qui nous intéresse ce soir, effectivement, ce sont ses travaux sur l'alimentation en Nouvelle-France. Yvon Desloges est l'auteur de ce livre pionnier à table en Nouvelle-France, publié initialement il y a quelques années et que les éditions du Septentrion viennent de republier. Et donc, la conférence est organisée en marge de la publication de son livre. Et donc, première question qu'on aime bien poser à nos invités, Monsieur Desloges. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de l'alimentation? Oh, c'est une assez longue histoire, mais on va tenter de faire ça On court. est capable. J'en suis certain. Je travaillais comme vous l'avez dit, à l'époque pour Parc Canada, puis il y a une question qui était très simple, qui a surgi comme ça au cours, du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour intéresser les gens à venir visiter les lieux historiques? La solution, ça a été de regarder du côté de l'alimentation pour s'apercevoir que, oh, il y avait un grand potentiel là. Un bon potentiel parce que, les activités d'animation qui sont normalement, associées aux lieux historiques, commençaient à dater. Il fallait renouveler. Alors, on s'est dit: «Bon, ben, OK, on va se servir de ce qu'il y a comme prétexte au Mhm. château Saint-Louis, comme fouilles, et cetera, pour pouvoir alimenter la discussion autour de l'alimentation». Parce que les archéologues trouvaient des indications assez, substantielles sur les différentes modes, les habitudes alimentaires, que ce soit au niveau des ossements, soit au niveau, des La artefacts. vaisselle. Alors, il y avait déjà un bon lot d'informations et nous, ben, on a décidé de compléter ça, du côté historique, par une étude de la documentation et mal nous en a pris parce que, ça s'est avéré assez monstrueux dès le départ. Mais ça a été, une initiative qui a été couronnée de succès, à l'époque. J'ai en mémoire, entre autres, certains épisodes comme, le dévoilement de Québec, l'inscription plutôt de Québec, sur la liste du patrimoine mondial au cours de Oui. laquelle, Parc Canada avait invité les gens de Québec, et les dignitaires, à, découvrir un peu l'alimentation, d'autrefois, l'alimentation des 17e et 18e siècles. Ça a été peut-être le coup de départ, de des manifestations qui ont entouré la recherche sur l'alimentation. Mais on parle d'il y a, plusieurs des années, voire quelques décennies. Et ça a bien évolué depuis, d'où effectivement la réédition de ce livre. Oui, ça a très bien c'est un sujet qui intéresse les gens. Ça, c'est vrai. C'est un sujet porteur parce que évidemment, c'est un sujet qui touche Mhm. à l'identité alimentaire, va de soi, mais aussi à l'identité, culturelle. Ouais. Et là, on a, beaucoup à apprendre sur soi-même et c'est un peu ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens derrière une série de recettes, derrière certains renseignements de base, au sujet de l'alimentation. Mais je pense que le côté le plus spectaculaire de la chose, celui que les gens retiennent le plus, ce sont évidemment les recettes qui y sont associées.
Oui, parce que votre ouvrage, effectivement, propose non seulement de l'information sur à quoi ressemblait l'alimentation en Nouvelle-France, mais également toute une série de recettes pour essayer cette alimentation-là. Quelles ont été les sources pour être capable de refaire ces recettes-là? Parce que est-ce qu'il existait des livres de recettes au 17e siècle? Tout à fait, tout à fait. Il y en a un qui est assez important d'ailleurs. Ça s'appelle Le cuisinier français. C'est un livre qui est publié par François-Pierre de La Varenne, qui était un cuisinier dans une maison noble et qui a suggéré fortement de changer les habitudes alimentaires de la noblesse française. Autrefois, à cette époque-là, on parle du milieu du 17e siècle, on mangeait encore une cuisine qui était fortement épicée. Des épices fortes, la cardamome, du cumin, des trucs qui venaient évidemment de l'extérieur de la France. Comme au Moyen Âge. Tout à fait. Et là, on a décidé de couper court à ça. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que le cardinal de Richelieu, à cette époque-là, a suggéré aux Français, aux dirigeants, aux administrateurs de, cesser de faire sortir, un peu comme aujourd'hui, Mhm. l'argent du royaume. Parce que les Français ne contrôlaient pas le commerce des épices, c'était les Hollandais. C'était les Portugais, c'était des gens, de pays étrangers, de sorte qu'il ne fallait pas faire sortir les écus du Le fameux royaume. mercantilisme. Voilà. Alors, là, la marraine, il arrive dans le décor, il suggère d'utiliser comme les cultivateurs, comme les agriculteurs de l'époque, des herbes. C'est toute une révolution parce que là, il fallait s'abaisser à manger comme les paysans. Mais il a réussi son tour de force et à partir du milieu du 17e siècle, on a commencé à, valoriser l'assaisonnement, l'aromatisation avec les herbes et ça s'est poursuivi depuis ce temps-là. Et si on regarde maintenant du côté des Premières Nations, parce que, bon, lorsque les Européens arrivent ici, ils découvrent, bon, toute une nouvelle façon de manger, toute une nouvelle façon de vivre, à travers les Premières Nations. À quoi ressemble l'alimentation des Premières Nations à cette époque? OK, avant de répondre directement à la question de l'alimentation des Premières Nations, il faut vous dire que les premiers arrivants ici vont faire le tour des ressources alimentaires pour voir ce qui peut s'apparenter à ce qu'on mange en France. Ceci dit, évidemment, ils ne peuvent pas commencer à consommer directement tout ce qui se produit en France Forcément. parce qu'il faut importer, puis les bateaux ne sont pas toujours au rendez-vous. De sorte que, comme les recettes, les cultures ne sont pas au rendez-vous, que le cheptel n'est pas implanté, bah, il faut, aller puiser, dans les enseignements autochtones. Qu'est-ce que les autochtones ont à offrir? Ben, évidemment, c'est de la culture maraîchère, c'est de l'horticulture parce que les Autochtones ne cultivent pas avec des animaux de trait, mais ils cultivent quand même, des fruits, des légumes, surtout et avec ces légumes, ben, parmi ces légumes, il faut mentionner les 3 sœurs, hein. Classique. Le classique, le maïs, Mhm. les haricots. Ouais. Le maïs sert de tuteur pour les haricots qui s'enroulent autour, puis au pied, ben, on cultive les courges pour essayer de conserver, l'humidité dans le sol. De sorte qu'on a un système agronomique là, qui est implanté. Les Français vont devoir, emprunter aux Autochtones. Oui, Ils parce vont que quand ils arrivent au début, ils n'ont pas accès à grand-chose sur le plan alimentaire. Il y a des disettes, puis ça va pas très bien. Et donc, ils n'ont pas le choix d'aller vers les Autochtones pour avoir des ressources alimentaires. exactement et quand on parle d'emprunter aux Autochtones, c'est non seulement les ingrédients, mais c'est aussi les façons d'apprêter. Parmi ces façons d'apprêter, ben, il y a évidemment une recette qui ressort du palmarès ou du répertoire autochtone, du répertoire culinaire autochtone, c'est la sagamité. La sagamité, on va, la considérer comme une espèce de plat passe-partout parce Qu'est-ce que que c'est? comment? Qu'est-ce que c'est la sagamité? La sagamité, ben, c'est tout simplement à la base une bouillie de farine de maïs. Parce qu'il faut savoir que le maïs, à l'époque, on ne le consomme pas directement sur l'épi.
C'est un grain qui est très, très dur et qu'il faut réduire absolument en farine afin de pouvoir le consommer. Il y a une autre façon de l'utiliser, mais là, ça, c'est autre chose et c'est quelque chose que moi, mes parents ou mes grands-parents ont bien connu. Ça s'appelle le maïs lessivé. Mais ça, c'est Ouais. une autre façon de faire, une autre façon d'apprêter le maïs. Mais usuellement, on apprêtait le maïs qui était réduit en farine. Alors, on fait une bouillie, hein, avec de l'eau, un peu de maïs et on va lui ajouter certains ingrédients. Dans certains cas, ça peut être, du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être même des petits fruits lorsqu'ils sont, disponibles et c'est comme ça qu'on va assaisonner la bouillie, de sorte que, ça va être très distinctif, très différencié selon les saisons, selon la disponibilité des ingrédients. Et vous en donnez une recette de sagamité dans votre ouvrage. Je suis sûr que c'était pas effectivement dans Le cuisinier français, l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelle a été votre source pour être capable de remonter effectivement cette recette de sagamité? En fait, cette recette-là, elle parvient d'un recoupement des différentes descriptions que les divers voyageurs en ont données. À force de regrouper les ingrédients, on vient qu'à savoir, lesquels sont les plus usuels, lesquels sont les plus disponibles aussi, dans la région ou dans les régions, de sorte que, ce n'est qu'avec la patience d'un bénédictin qu'on peut essayer de reconstituer cette recette-là. Dans la recette qui est proposée, ben, on a mis une petite touche, personnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de ne mettre que de la farine de maïs, on aurait ajouté des grains de maïs aussi, chose qui n'aurait pas été, faite à l'époque. Et donc, les recettes que vous proposez, ben, elles ont été testées et approuvées de manière à ce qu'elles puissent correspondre au palais du 21e siècle, tout en étant bon respectueuses dans le meilleur des ben, en fait, tout en étant respectueuses le plus possible des goûts du 17e et du 18e siècle. Oui, tout à fait et il y a une chose qui est évidemment, non négligeable et très importante de mentionner, c'est que toutes les recettes qui sont contenues dans le bouquin ont été adaptées en fonction des temps de cuisson, des quantités et cetera, parce que c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas au 17e, 18e siècle. Ça va commencer à la toute, toute fin du 18e Ouais, c'est siècle. mettre un peu de farine avec un peu de ceci et faire cuire Oui, jusqu'à un ce que peu ce comme nos soit point. grands-mères faisaient, quoi. Ouais, ça prenait l'expérience nécessaire. Exactement. Et si on retourne du côté des Premières Nations, bon, on parle des Premières Nations, mais il y a différents groupes chez les Premières Nations, par exemple les Hurons, par exemple les Iroquois. Est-ce qu'on mange de la même façon chez chacun de ces groupes-là ou est-ce qu'il y a des différences en fonction s'ils sont plus sédentaires, plus nomades, Il y dans a une différentes question de sé régions? il y a une question de sédentarité ou de nomadisme, à l'intérieur de ça, mais il y a aussi une question de territoire où on habite parce qu'évidemment, les ressources ne sont pas les mêmes un peu partout, les ressources ne sont pas équitablement distribuées partout. Par exemple, les Iroquois vont habiter au sud, un peu de la frontière, vont monter un peu dans le nord, ils vont s'étendre tout le long du littoral. Et eux, ben, chez eux, on va retrouver beaucoup de dindons. On va, évidemment faire la chasse aux dindons. On va aussi, retracer de nombreux cerfs, les cerfs de Virginie, entre autres. Et là, ben, évidemment, on va les chasser. Alors que, par exemple, si ce n'est qu'on parle si on ne parle que de la chasse, Mhm. ben, les Hurons vont aller à la chasse, mais ce ne sera pas leur, passe-temps, heu Principal. principal. On va plutôt chasser par plaisir. Alors, les Hurons sont plus sédentaires, eux. Ils sont moins nomades, ils vont pratiquer plus, l'horticulture, de sorte qu'ils vont cultiver le maïs, ils vont cultiver, la courge, la citrouille et cetera. Ça va être, pas quelque chose qui va être distinctif nécessairement parce que les Iroquois aussi vont cultiver le maïs, mais on va apprêter les choses différemment. Mais il y a des ingrédients par contre qui vont ressortir, chez les Hurons, par exemple. On va se faire un point d'orgueil de cultiver la fève du Brésil. Qu'est-ce que c'est que la fève du Brésil? Bien évidemment, c'est une sorte de haricot, mais Et ça vient vraiment du Brésil et ça a remonté jusqu'en Amérique du Nord? c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est
une fève littéralement du Brésil qui vient de l'Amazonie, ou si c'est la fève de Lima, ou si c'est Mmh. un autre genre de haricot. Ça, c'est très, très difficile de savoir parce que les sources ne sont pas assez Ouais. précises. Mais toutefois, il faut savoir que, par exemple, en ce qui concerne le maïs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des grains de maïs, par exemple, au Cap Tourmente. Hein, et c'est l'établissement, le premier établissement de Champlain, sa ferme, et cetera. On a fait analyser, les grains de maïs pour s'apercevoir que ces grains-là nous provenaient du Nicaragua. Du Nicaragua, Oui, fait que ça a donc vraiment les échanges circulé. se faisaient là, sur de très, très longues distances. Alors, ça peut être échangé en fonction de différents arrangements, de différentes nations. Certaines nations vont vouloir échanger des grains contre autre chose, puis évidemment, rééchanger par la suite, de sorte que c'est un réseau de troc qui s'étend presque à l'échelle du continent, ou à tout le moins du continent nord-américain. Ouais, donc il y a vraiment un commerce entre nations autochtones bien avant que les, Européens arrivent et mis à part le grain, est-ce qu'il y a d'autres choses qui étaient changées, notamment, bon, sur le plan peut-être un peu alimentaire, mais tant qu'à ouvrir la question, en dehors du plan alimentaire, qu'est-ce qu'on échange chez Bien, les on va Autochtones? échanger des paires de verres notamment parce que ça, on va en retrouver partout dans presque tous les sites, archéologiques. On va échanger, différentes, des poteries, on va échanger mais surtout des objets, décoratifs. Alors, Mmh. mais on pourrait, échanger longuement là-dessus, mais on est tributaire un peu des petits espaces que les archéologues fouillent Ouais, de ce qu'on trouve. Mmh. et malheureusement Et ou heureusement. ouais, c'est un peu les 2. Ben, l'historien comme l'archéologue est un peu esclave des sources dont il dispose pour faire l'histoire. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, dans le cas de l'histoire de l'alimentation, ben, il faut mentionner que les sources sont très, très, très nombreuses. Et là, ça devient vraiment, un gigantesque casse-tête. Elles ressemblent à quoi ces sources-là? Bon, on a mentionné ce livre de cuisine-là tantôt. Vous avez brièvement mentionné que bon, il y avait des récits, qui décrivaient la sagamité, mais mis à part ces sources, quelles sont, les autres sources que vous utilisez pour faire l'histoire de l'alimentation? Si on reste au 17e siècle, puis qu'on Mmh. parle des Autochtones, ben, il y a beaucoup de récits de voyage, évidemment. Mais il y a aussi les relations des Jésuites, parce que ce sont les Jésuites qui vont aller vivre auprès des Autochtones, des Premières Nations. Alors, les Jésuites vont essayer de s'adapter à leur nouveau milieu de vie. Euh, des fois, quelques-uns vont réussir, d'autres vont plutôt subir. Mettons-le comme ça. Effectivement, ce sont ces personnes-là, ces congrégations de religieux missionnaires qui, vont nous apporter les plus belles, découvertes au niveau des mœurs alimentaires, des différentes nations. Et il y a pas beaucoup de sources outre les récits de voyage parce que les Autochtones, évidemment, ne laissent pas de traces écrites. Alors, c'est plus des traces, de récits oraux, et cetera, mais ça se perd dans la nuit des temps, du moins du côté européen. Alors, les écrits, des différentes communautés religieuses, des différents missionnaires sont des sources de première fois, de première, instance. Mmh. Et bon, on a parlé effectivement de ces récits de voyage-là, qui nous permettent justement de voir, bon, ce que les Autochtones mangent, comment ils mangent, mais ils nous permettent également de voir le regard que posent les Français sur l'alimentation autochtone. Que pensent les Français de cette alimentation-là qui diffère énormément de la leur? Est-ce que, bon, ils trouvent que ça a de l'air bon? Est-ce qu'ils trouvent que ça a de l'air bizarre? Est-ce qu'ils trouvent que ça a de l'air dégoûtant? Quel est le regard que posent les Français sur cette alimentation-là? Heu Autant du côté des Français que du côté des Autochtones, on va manifester un certain intérêt pour les nouveaux aliments, mais aussi des dégoûts. Chez les Français, ce qui ressort, mais de façon très, très évidente, c'est que la viande n'est pas assez cuite chez les Autochtones. Ce qui laisse en contrario à supposer que les Français mangent leur viande très cuite.
Les Ce goûts ont qui est évolué. les goûts ont nécessairement évolué depuis cette époque. Mais du côté des Autochtones, par exemple, eux aussi ont leur dégoût. Ils ne consentent pas à boire du vin parce que pour eux, on associe le vin au sang. Mmh. Alors, ça fait partie des nombreux goûts et dégoûts. La moutarde en est un autre et ça, c'est un exemple qui est très, très intéressant. C'est un condiment qui est très prisé, des Européens, des Français en particulier, mais les Autochtones, n'ont pas vraiment le goût développé pour ce condiment-là. Et pourtant, la fleur de moutarde, pousse librement dans les champs. C'est un apport, de notre ami, Jacques Cartier, parce que lui a introduit cette mauvaise herbe-là, dans la colonie, et ça s'est développé avec le temps, au point de devenir, une des herbes, les mauvaises herbes les plus répandues. Et ça, les Autochtones en ont tout simplement horreur. C'est une bouillie qui, pour eux, est beaucoup trop forte. Mmh. Alors, non, il y en aurait quelques autres là, du même genre. Ouais, comme quoi ça nous montre que manger, c'est éminemment culturel et que bon, le goût de l'un et le dégoût de l'autre et l'inverse est également vrai et que bon, bah, tant du côté des Français qui arrivent que du côté des Autochtones, qui, reçoivent, les Français, bah, il y a de l'adaptation, il y a un goût, il y a un dégoût. Vous nous avez parlé effectivement des aliments, mais, il y a également des façons de cuisiner, des façons de manger, chez les Autochtones et chez les Français qui sont mises en contact les unes avec les autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de la réaction qu'il y a de part et d'autre? Au niveau des habitudes alimentaires, par exemple, lorsque les Français vont se retrouver, ils vont être accueillis chez les Autochtones, à l'occasion d'un festin. Et les occasions pour faire des festins sont très, très nombreuses. Les Français vont tout simplement regretter les «mœurs de table», entre guillemets, parce Ouais, qu'évidemment, il n'y a pas de table. Mais les mœurs, des Autochtones, à savoir, qu'on ne lave pas les ingrédients ou les ustensiles dont on se sert pour apprêter les mets, et cela après même que les chiens aient léché les différents, couvert, des mettons. cou les non, les casseroles et OK. cetera. Alors, non, 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 il y a aucune prétention de ce côté-là, il y a aucune exigence non plus. Ça, pour les Français, c'est un peu, ça heurte les esprits bien pensants. Mais par contre, à l'inverse, les Autochtones sont plus ou moins à l'aise avec les mœurs de table des Français. Par exemple, s'asseoir, et rester longtemps à table, et à se limiter à ce qu'on mange, ce qu'il y a devant soi, ça fait pas partie des mœurs, autochtones. Les autochtones, si c'est, par exemple, un festin à tout manger, ben, ils se doivent de tout Ouais. manger, ce qui est pas nécessairement le cas, chez les Européens. Ouais et on parlait tout à l'heure effectivement, bon, d'une découverte mutuelle. Il y a des emprunts, mais est-ce que ces emprunts-là vont rester dans le temps long? Parce que bon, dans un premier temps, les Français vont aller vers l'alimentation, autochtone pour, ben, combler des disettes. Les autochtones vont également, aller vers les Français, bon, pour, emprunter, certains modes de cuisson, certains aliments et cetera. Mais est-ce que ça reste seulement cantonné au moment du contact ou est-ce que c'est quelque chose qui, va, se poursuivre dans le temps long? Il y a quelque chose d'assez intéressant, à votre question parce que, ça pose la question, en filigrane de savoir si, les mœurs alimentaires perdurent dans le temps, que ce soit du côté des Autochtones ou des Européens. Et la réponse à cette, question-là, c'est non, ça ne perdure pas aussi longtemps. Il y a certains apprêts qui vont passer les limites temporelles, qui vont se transmettre, mais elles sont quand même assez peu nombreuses. Ce qu'on a observé, autant chez les Autochtones que chez les Européens,
c'est que, les traditions alimentaires ou ce qu'on peut appeler les Mmh. traditions alimentaires, ça dure à peine de 75 à 100 ans. Et c'est la même chose, chez certaines nations autochtones, c'est-à-dire une variance là de 60 à 100 ans, au bout de laquelle période il va y avoir des changements en profondeur dans les mœurs alimentaires. Et ça, ça se vérifie dans le temps. De sorte que lorsque on parle de l'arrivée des Français, puis l'établissement des Français au 17e siècle, on va manger en mixant les habitudes alimentaires avec celles des Autochtones pendant les premières, 75-80 ans. De sorte qu'à la toute fin du 17e siècle, une fois que les cultures puis le cheptel seront implantés, ben là, on va passer à la consommation à l'européenne, à la française. Et ça, ça va, nous amener jusqu'à la fin du 18e siècle. Heu, Grosso modo, là, vers les années 1780, où à partir de 1760, on va avoir un contact avec les Anglais à cause de la conquête. Mais le métissage avec les anglophones, avec les Anglais, ne se fera pas immédiatement. On va emprunter, mais petit à petit, de sorte qu'on va manger en métissant les aliments ou les habitudes alimentaires, qu'à partir de la fin du 18e siècle. De sorte qu'il se sera écoulé encore un autre 100 ans, avant qu'on change les habitudes alimentaires en profondeur. Et j'ai envie de peut-être vous amener jusqu'à aujourd'hui. On a une centaine d'années où nécessaires pour que les habitudes changent et bon, ben, aujourd'hui, on est dans quel cycle, alimentaire, si je peux m'exprimer ainsi? Ben, on serait dans le quatrième à peu près, là, parce qu'entre 1780-85, mettons, puis 1850-60, on va manger plus on va manger à la ou en métissant avec les habitudes alimentaires des Anglais. On va s'approprier certains de leurs produits ou certaines de leurs façons de faire. Puis après ça, ben, à partir de 1860, on va manger à la canadienne, de sorte qu'on va assister à une espèce de repli sur soi, où on va encore puiser dans un répertoire culinaire européen, mais en l'adaptant à la réalité d'ici, en appauvrissant un peu les recettes. Par exemple, au lieu de faire une sauce à base de bouillon de bœuf ou de poulet ou peu importe, on va plutôt substituer seulement de l'eau. Donc, c'est un peu un retour à la case départ, et avec les mœurs autochtones. Puis à partir de 1800, ça, cette tranche-là de métissage ou de repli sur soi, de canadianisation, en fait, des mets, va durer quoi? Une centaine d'années, 1860, 1960, 1967, en fait, pour être très précis, parce que là, on a un événement qui est très important. En 1967, c'est Expo 67. Ouais. Et c'est l'ouverture sur le monde, de sorte que là, aujourd'hui, on est dans cette phase-là, c'est-à-dire une phase internationalisée, où on va, accepter beaucoup plus facilement les apports qui nous viennent de l'extérieur ou des nouvelles cultures qui viennent s'implanter, chez nous. Et exemple de ça peut être la pizza, ça peut être, Ouais, les les mets sushis. afghans, ça peut être les mets thaï, Mmh. c'est tellement varié et il y a tellement d'offres aujourd'hui que c'est vraiment une cuisine internationale qui s'offre à nous. Mmh. Même chose un peu ailleurs. Je lisais récemment que, dans le top 3 des plats préférés des Français actuellement, il y aurait les tacos. Donc qui montre qu'effectivement, bon, ben, ça circule. Ah oui, ça circule partout et c'est curieux, on parle de mondialisation, d'universalisation, ça a toujours existé. Le seul phénomène qui a changé, c'est vraiment la rapidité avec laquelle Mmh. le mouvement se fait. Mais, écoutez, on prend l'exemple de Marco Polo, qui est allé en Chine, qui a ramené les pâtes. Alors oui, ce phénomène-là a existé au Moyen Âge, et à la Renaissance. Mmh. Mais aujourd'hui, ça s'est amplifié, ça s'est accentué.
Donc, dans votre ouvrage, vous dites que les Français sont issus de la civilisation du pain, que le pain est particulièrement important parmi l'alimentation des premiers colons français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous amène à parler de civilisation du pain? En fait, il faut savoir qu'en France, une ration ou un repas n'est pas complet si on mange moins de 700 à 800 grammes de pain par jour au 17e et 18e siècle. Ici, c'est la même chose. Les premiers contrats d'engagement des jésuites, par exemple, vont accorder une ration d'au moins de 900 à 1 kilo de pain, 900 grammes à 1 kilo de pain par jour pour chacun des engagés. Alors, c'est des quantités considérables. Mais il faut savoir que le pain est partie prenante de presque tous les repas. Évidemment, au déjeuner, parce que, bon, l'agriculteur qui va aller au champ va tremper son quignon de pain dans une rasade d'eau-de-vie. Le midi, c'est le potage ou la soupe, si vous préférez. Il y aura, on l'appelle une panade, en fait, parce qu'il y a une tranche de pain au fond, on coule le bouillon dessus. Et le soir, bien évidemment, le repas du soir s'accompagne de pain également. De sorte qu'on mange du pain 3 fois par jour. Donc, de sorte qu'il n'est pas vraiment surprenant de constater qu'on mange autant de pain. Et le gars du 21e siècle en moi est un petit peu surpris par, vous avez dit que le matin, on trempait le pain dans l'eau de vie. L'alimentation française, c'est déjeuner à l'alcool? Dans certaines régions de la France, oui. Dans l'ouest de la France, d'où sont originaires une bonne partie de nos ancêtres, oui, c'est une tradition bien établie que de tremper son quignon de pain dans l'eau de vie. Tout simplement parce qu'on disait que l'eau de vie fortifiait le corps. Ah, alors, ça vaut ce que ça vaut comme théorie, mais à cette époque-là, c'était une croyance avec elle, qui était partagée, mettons. Comme quoi, les choses changent dans l'alimentation. Et si on regarde également, 2 autres éléments qui sont particulièrement importants dans l'histoire, de l'alimentation et dans l'alimentation française de cette époque, le sel et le vin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ah, le sel, une des différences majeures entre la colonie et la métropole, qui concerne le sel, parce que le sel ici n'est pas taxé, alors qu'en France, c'est taxé. La fameuse gabelle. Voilà. Et ici, c'est évidemment, considéré comme un élément de conservation. C'est pas vraiment un assaisonnement, quoique ça donne du goût, de sorte qu'on se doit, pour conserver les aliments, d'utiliser le sel, que ce soit pour la morue, par exemple, à Terre-Neuve ou encore, pour, conserver, différents, légumes ou différents pièces de viande, et cetera, on va, utiliser le sel. Et quand on va venir qu'à manquer de sel, ben, l'intendant va se dépêcher d'envoyer des navires à Terre-Neuve, dans les établissements de pêche, pour s'en procurer, parce qu'on sait que là, c'est facilement disponible. Alors, il faut absolument conserver le sel ici, puis en avoir de disponible, parce que sinon, évidemment, il n'y a plus de conservation possible des aliments. Et du côté du vin, c'est ça, vous avez mentionné, bon, l'eau de vie, mais le vin est particulièrement important dans l'alimentation, française à cette époque-là aussi. Tout à fait. Le vin, va être importé massivement au 18e siècle. Et il faut savoir qu'une chose importante que je ne mentionne pas parce que j'ai découvert ça par après, c'est qu'au 18e siècle, il y a une petite phase de réchauffement climatique qui va, à faire en sorte que les Français vont produire du vin en surabondance. De sorte qu'ils vont pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui au 21e siècle du dumping. Heu, il y Ils se a trop débarrassent de il y a leur il vin y a il ici. y a trop de production, alors on va s'en débarrasser, de sorte que les chiffres qu'on a ici, sont assez éloquents et même, ils font un peu peur parce que, on peut aller jusqu'à, importer jusqu'à une trentaine de litres de vin par personne. Ce qui est considérable parce qu'on sait que, par exemple, en milieu rural, le vin n'est pas vraiment consommé de façon régulière. C'est plus, ça fait plus partie de la pharmacopée que, des plaisirs de la table. Alors, qui boit le vin?
ce sont les résidents urbains. Mais les résidents urbains ne sont que la minorité. Ils forment quoi? Au mieux 15 de la population. Donc, ce 30 litres-là de vin par habitant, en réalité, bon, il est beaucoup plus faible dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains, il est considérable. Oui, il est considérable, mais il faut par ailleurs, savoir qu'en milieu urbain, vous avez les soldats qui sont casernés, ou à tout le moins à la toute fin du régime français. Ils vont habiter, en ville, ils vont aller au cabaret, ils vont fréquenter un peu tous les endroits possibles et impossibles où vont avoir un accès assez facile au vin. Heu, il faut savoir que les bonnes tables de la colonie se situent, en ville aussi, hein, évidemment avec le gouverneur, l'intendant, l'évêque, qui se paient des services de cuisinier et cetera et cetera. Ils accompagnent les repas évidemment de très bons vins, puis on ne se prive pas, hein, parce qu'on a les meilleurs crus qui sont disponibles à Québec. Alors ça, c'est hors de tout doute, c'est documenté, mais il faut savoir une chose par contre. Tantôt, j'ai fait une allusion, rapide là, au réchauffement climatique. Il faut savoir que le vin, à cette époque-là, ne tire pas à un fort taux d'alcool, hein. On tire à 8-9 au 18e siècle, Ouais, c'est beaucoup plus faible beaucoup qu'aujourd'hui. plus faible qu'aujourd'hui. Mais évidemment, entre le 17e et le 18e siècle, il y a fort probablement un accroissement du degré d'alcool dans le vin, peut-être de l'ordre d'un demi à 1. Lié au réchauffement climatique. Fort probablement. Ouais, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui dans une Oh certaine oui, tout mesure. à fait, tout à fait. Vous remarquez, si vous allez à la Société des alcools, de nos jours, vous remarquerez le degré d'alcool des vins, hein, ça tire toujours, entre 12,5, c'est très rare qu'on en trouve à 12, 12,5, 13, 13,5 et ça peut aller jusqu'à 14-15. Puis là, quand c'est rendu à 15, c'est presque des vins liquoreux, là. Ouais. Et vous nous avez parlé du vin, comme étant, bon, particulièrement important dans l'alimentation, mais je serais curieux de savoir, quelle est la place de la viande? Bon, lorsque je pense à l'alimentation en Nouvelle-France, bon, il y a 2 choses qui me viennent en tête. D'une part, ce fameux mythe du gibier abondant, sur les tables des colons et d'autre part, bon, tu sais, ce lard salé, cette soupe au pois, est-ce que c'est un peu anachronique comme vision? Quelle est la place de la viande de cheptel et quelle est la place du gibier dans l'alimentation des colons au 18e siècle? OK. Commençons par le cheptel. Heu, puis après ça, on abordera le gibier, si vous permettez. Le cheptel, bon, il faut savoir qu'il va se développer petit à petit au cours des 17e, 18e siècle. Mais il y a une chose qui est très importante de savoir, c'est que, il y a 3 constituantes principales dans le cheptel, c'est-à-dire les bovins, Mmh. OK? Les ovins, Les moutons. les et les porcs. Qu'est-ce qui prédomine? Là et évidemment, on oublie le cheval parce que le cheval est plus, considéré comme un animal de trait et que d'autre part, il y a une interdiction, une bulle papale qui est en vigueur depuis 892 ou quelque chose comme ça là, On ne qui mange pas le interdit cheval. la consommation du cheval. Bon, parmi les 3, il y a une prédominance et c'est celle des bovins. OK? Que ce soit, soit pour la production de viande, pour l'effort de trait ou encore pour, la production laitière. Les ovins ne sont pas très, très, très importants, à tout le moins avant la fin du 18e siècle. Restent les porcs. Les porcs sont toujours deuxième ou troisième. Mais les porcs, à cette époque-là, sont tout petits. On ne parle pas de porcs qui vont avoir, un poids comme ceux d'aujourd'hui. On parle d'un poids, à l'époque de 75 kilos. C'est 160 livres françaises, de l'époque. C'est tout petit ça comme, animal. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vaches laitières dans le troupeau des bovins, il y a une très faible production de lait, de sorte qu'on produit très peu de beurre. Très peu de fromage également par la même occasion. Alors, il reste quoi comme gras de cuisson, qu'on peut aller chercher? Évidemment, il y a l'huile d'olive, on peut l'importer, mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, il y a le lard,
Et il y a un dicton français qui dit: «Qui mange du lard ou qui mange du porc mange sa mort». De sorte qu'on se méfie de manger trop. Et les chiffres qu'on a réussi à ramasser pour voir à la consommation, pour analyser la consommation, nous indiquent que la consommation de porc ou de lard est quand même relativement modeste. Et ça, c'est établi à partir des demandes d'aliments dans les pensions alimentaires, rurales. Alors, on mange le porc, oui, mais on le mange pour son lard. Et comme, il reste un petit peu de viande, mais on va manger lorsqu'on fait boucherie, bien évidemment, on va manger les côtelettes et cetera, mais c'est marginal. Alors, il reste le bœuf. Pourquoi est-ce qu'on mange du bœuf en priorité? Et ça nous est confirmé là, par à peu près toutes les fouilles archéologiques. Il faut savoir que, par exemple, au 18e siècle, à Québec, dans une ville comme Québec, l'offre, et non pas la demande, mais l'offre de bœuf est 4 fois plus importante, croît de façon beaucoup plus importante, 4 fois plus que le rythme de progression de la démographie. Alors, OK. c'est une ressource qui est facilement disponible. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est la suivante. Tantôt, on parlait de réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique-là a une conséquence importante, c'est à savoir que, on a de la difficulté à produire de la ressource fourragère pour nourrir le cheptel bovin. Alors, sans ressources fourragères, on ne peut pas passer l'hiver, de sorte qu'il faut se résoudre à les abattre et on va choisir lesquels animaux on va abattre pour pouvoir rendre la viande disponible. Ça, c'est le côté cheptel. Côté gibier maintenant. Ça fait partie des descriptions du 17e siècle de brosser un tableau presque, idéalisé, aphrodisiaque de la réalité coloniale, cette nouvelle réalité coloniale-là, en disant: «Ah, il y a une abondance de gibier, c'est merveilleux, c'est accessible à tous». Heu, on fait cette description-là, sachant qu'en France, la chasse, c'est un privilège qui est réservé aux seuls nobles. Ici, on leur dit: «Ben, il y a du gibier, on vous accorde le droit de chasse et de pêche, vous allez pouvoir mener la vie d'un seigneur». Dans les faits, c'est plus complexe. Est-ce que c'est la réalité? C'est un tableau qui est brossé dans les écrits pour attirer les gens, c'est une propagande. Mais est-ce que c'est la réalité? Pas tout à fait. Parce que pour aller à la chasse, il faut posséder un fusil. On est milicien ici de 16 ans à 60 ans, mais ce ne sont pas tous les gens qui possèdent un fusil. Parce que la plupart des miliciens vont rester derrière pour s'occuper des travaux des champs de ceux qui partiront à la guerre ou partiront en expédition militaire. Alors, ça, c'est une chose, mais il y a d'autres considérations beaucoup plus importantes. Et la première considération, c'est la traite des fourrures. Les Français se sont installés ici au 17e siècle pour faire la traite des fourrures. C'était un comptoir de traite. Alors, on va aller chercher quel gibier? Le gros gibier, on va aller chercher le petit gibier, on va vraiment épuiser la ressource dans certains cas. Exemple, chez les Abénaquis, à la fin du 17e siècle, Chrétien Leclerc va nous dire qu'il n'y a plus d'orignaux. On a épuisé le cheptel, la ressource. Heu et en défrichant le territoire, on a évidemment, coupé l'habitat, on a réduit l'habitat disponible pour le gros gibier, de sorte qu'il va s'éloigner de plus en plus. Alors, ce sont des facteurs qui font que le gibier est de moins en moins accessible. Le gros gibier s'entend. Pour le petit gibier ailé, c'est autre chose. La tourte, entre autres? La tourte notamment, parce que évidemment, c'est tellement populaire, puis c'est tellement facile d'accès, parce qu'on n'a pas besoin d'un fusil pour l'attraper, on peut même l'attraper au filet. Heu, les bouchers c'est tellement populaire que les bouchers de Québec vont se plaindre à l'intendant de limiter les temps de chasse parce que, le la La il concurrence déloyale. tout à fait. La concurrence est tout à fait déloyale et on va tout simplement demander d'interdire la chasse ou à tout le moins de la limiter. Puis à tout le moins de limiter la chasse en ville, parce que là, on chasse partout.
Alors oui, c'est un animal qui va, faire partie, des mœurs de table parce qu'on va l'attraper facilement. Mais c'est à peu près le seul qui est digne de mention. Et vous venez de mentionner effectivement qu'en ville, il y a une volonté, en particulier d'empêcher, la chasse à la tourte afin de ne pas faire de concurrence déloyale avec les bouchers. Vous avez mentionné tout à l'heure que bon, le vin était surtout bu en ville. Est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement des différences qu'il y a entre la table rurale et la table urbaine? Et peut-être aussi, glisser sur les différences qu'il y a entre la table, de l'officier, du noble, de l'intendant, du gouverneur et celle, bon, du simple quidam dans les milieux urbains? Heu, la question est très vaste. Je vais Ouais, essayer mais d'y vous en avez les répondre de mon capacités. mieux. La grande différence, je pense, qu'il y a à établir entre le milieu rural et le milieu urbain, se situe à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en milieu rural, comme on est un peu moins fortuné qu'en milieu urbain, du moins pour certaines, couches de la société, on va, avoir moins recours aux condiments et aux importations. Les épices se font rares, en milieu rural, alors qu'en milieu urbain, c'est beaucoup plus accessible. D'une part parce que c'est le point de chute, le point d'arrivée, de toutes les importations et d'autre part parce que le niveau, de vie est un peu plus élevé. On dispose de meilleures ressources financières. Heu, Par contre, la différence entre le milieu rural et le milieu urbain se situe au niveau heu, des ingrédients qui sont consommés. On va consommer un peu plus de légumes en milieu rural qu'en milieu urbain. Forcément. Parce que les jardins sont plus rares en milieu urbain, ils sont moins accessibles. On ne produit pas, à volume trop intensif, de sorte que, la ressource se fait beaucoup plus rare. Heu, En milieu urbain, bien évidemment, vous avez, toute la question des importations, toute la question de l'arrivée des épices. Vous avez l'arrivée, des alcools, vous avez l'arrivée de tout ce qui est importé. Mais ce qui est importé au niveau alimentaire, c'est quand même assez limité, hein, parce qu'on parle de seulement 5 de toutes les importations qui concernent le seul monde alimentaire. Le reste, évidemment, ça va en quincaillerie, en différents Vêtements. autres produits. Alors ça, c'est ça, plutôt c'est à ce niveau-là que, la démarcation s'établit entre le milieu rural et le milieu urbain. Et du côté des classes sociales, ces importations-là dont vous parlez, est-ce qu'elles, profitent principalement aux administrateurs coloniaux, à l'élite, ou est-ce qu'elle est également présente dans une moindre mesure sur la table, bon, par exemple de l'artisan en milieu urbain? L'artisan doit être très prospère pour pouvoir avoir accès à ce genre de raffinement-là. Je vous donne deux, trois exemples. Heu, les épices, hein. Si on veut se procurer des épices, ben, évidemment, comme ce sont des choses importées, c'est comme aujourd'hui, c'est plus dispendieux. Mmh. Les alcools, c'est la même chose. Pour au niveau des condiments, ben, évidemment, si on achète des truffes, les truffes, oui, il y en avait en Nouvelle-France, puis oui, c'était consommé. Par exemple, Monseigneur de Pontbriand va se ramasser avec, 7 livres de truffes, Quand dans son même. garde-manger. C'est non négligeable. Mais ce sont les meilleures tables, les gens les plus prospères, les plus à l'aise financièrement qui vont pouvoir se procurer ces importations-là. Mais il faut savoir que, par exemple, les plus riches ou les plus à l'aise financièrement, vont disposer aussi des services d'une maisonnée. Gouverneurs, évêques, intendants, vont avoir à leur service, des cuisiniers professionnels, un peu à l'image de ce dont on avait parlé, dans la première émission, c'est à savoir, François-Pierre de La Varenne, en France, qui avait édicté de nouvelles normes de cuisine. Ben, ici aussi, on va se retrouver avec des cuisiniers professionnels qui vont apprêter des plats à la mode française, avec des condiments, et cetera, et cetera. Ce sont des mets qui sont très élaborés, très raffinés, mais qui ne sont accessibles qu'à une mince fraction de la population. Mmh. Alors que chez les gens, de
chez les artisans, par exemple, oui, on va pouvoir se procurer certains produits, mais ce sera difficile d'accès pour la très grande majorité des résidents urbains. Et si on se projette maintenant, du côté de la conquête, les Britanniques, bon, vont amener une différente, une culture différente, si je peux m'exprimer ainsi, et ça va se répercuter sur le plan alimentaire également. Quels sont les principaux apports alimentaires qu'amènent les Britanniques, au milieu du 18e siècle? Ben, on vient de parler de François-Pierre de La Varenne, hein, Mmh. qui a introduit des changements majeurs au niveau de la cuisine française, en délaissant les épices fortes pour l'utilisation des herbes. Alors que la Varenne proposait ce changement-là dans les préparations culinaires françaises, les Anglais, eux, ont continué à utiliser les épices fortes. Cardamome, macis, cumin, etc., etc. Ils disposaient de nombreuses colonies et c'était facilement accessible chez eux. Alors, ils vont conserver cette façon d'apprêter-là. Par contre, ils vont avoir des façons de faire qui sont assez diamétralement opposées à celles des Français. Heu, Exemple, les Anglais vont consommer des choses très sucrées. Ils vont adorer le sucre. À la fin du 18e siècle, on parle d'une consommation de 7 kilogrammes de sucre par personne par année en Angleterre, alors qu'en France et dans la colonie, on retrouve exactement les mêmes chiffres, à savoir 1 kg 25 de sucre par personne par année. C'est 5 fois moins. C'est Alors, quand c'est même très important. considérable. Oui, et les Anglais vont introduire le sucre un peu partout dans tous leurs aliments, dans toutes leurs préparations alimentaires, de sorte que, ici, c'est quelque chose qui va heurter de front, là, vraiment les habitudes alimentaires des Français. Un exemple, au niveau des boissons, les Anglais vont évidemment apporter le thé. Le thé va être présent, là, dès 1760 à Québec. Heu, Puis ça va être présent, de façon, là, importante, massive. Heu, Entre 1760 et 1800, le thé, là, ça représente 1 de toutes les importations. C'est colossal. Mais est-ce que ça veut dire que les Français, les francophones, les Canadiens, si on veut, vont nécessairement consommer automatiquement, le thé? Non. La réponse, c'est non. Il faudra attendre une génération, l'espace de 25 ans, avant qu'on se mette à consommer le thé, de façon, importante. Même à ça, au début, c'est évidemment marginal, puis là, ça va gagner en Mmh. popularité, de sorte qu'au 19e siècle, là, ça va y aller, tout azimut, on va boire le thé de façon importante. Mais et ça, on parle du thé qui est pas nécessairement une préparation alimentaire, mais une boisson, mais on peut, rapprocher ça de, à peu près toutes les autres façons de faire des Britanniques. On va être méfiant à l'égard de ce qu'ils ont à nous apporter. Seule exception, une seule exception, les Britanniques vont proposer aux colons canadiens de consommer la pomme de terre. La pomme de terre n'est pas consommée en Nouvelle-France. La pomme de terre va être consommée seulement à partir des années 1760, 61, 62, quand, après vraiment les très sévères privations qu'ont engendré la guerre de conquête, Mmh. les Canadiens n'auront plus à manger, n'auront pas les ressources suffisantes pour se procurer du pain ou du blé pour faire le pain. Heu, les militaires britanniques vont leur suggérer de consommer la pomme de terre et l'intendant Bigot leur avait offert de cultiver la pomme de terre. Il leur avait offert de même de leur donner les semences. Il y a un seul un seul Canadien qui a répondu affirmativement à son offre. Ouais. Et on est en 1758, au pire des dernières années là, de privation de la guerre de conquête. Heu, Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'aime pas le goût de la pomme de terre. Puis il faut faire attention, hein, au 18e siècle, là, lorsqu'on parle de pomme de terre, très souvent, on confond avec le topinambour.
Ouais, qui est pas la même qui chose. n'est pas la même chose, mais qui avait connu une vogue absolument phénoménale, au point même de se retrouver à la table de Louis XIV, là, à la fin du 17e siècle. Heu, ici, non, la pomme de terre n'est pas consommée et les Anglais vont nous amener ça, Bigot propose en 1758, 1764 apparaît la première mention de demande de pommes de terre dans une pension alimentaire d'un résident de la rive sud. Alors là, c'est vraiment très, 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 rapide comme changement, mais je pense qu'en réponse à tout ça, puis, il faut vraiment parler, garder en mémoire plutôt le contexte difficile dans lequel les Canadiens ont vécu, là, les dernières années de la guerre de conquête. Ouais, et il s'est introduit par Maurice, si je ne m'abuse. Est-ce que, bon, c'est la seule, introduction qui est faite vraiment par les autorités coloniales, et que les autres, comment, ajouts à l'alimentation le sont plus, disons, par, les marchands qui mettent à disposition un jeu d'offres et de demandes? Ou est-ce que les autorités coloniales se mêlent beaucoup, en fait, aux questions d'alimentation? Non, les autorités, administratives ne vont pas vraiment se mêler. D'ailleurs, les Britanniques ont un principe de base, c'est de s'impliquer le moins possible dans la gestion du quotidien, hein. On Mmh. s'entend, c'est très différent comme modèle de ce que les Français pouvaient avoir comme, optique. Non, c'est vraiment, un cas exceptionnel que celui de la pomme de terre qu'on va leur suggérer de l'implanter. Après ça, ils vont laisser les forces du marché, entre guillemets, là, agir puis, offrir au meilleur prix possible, les différents ingrédients qui seront disponibles. Mais évidemment, dans ces ingrédients-là, il y en a qui vont, se tailler une place, assez intéressante. Depuis, les années 1730, on importait de la guildive, heu, Qu'est-ce que c'est? bah, c'est du rhum, ah, des Antilles, évidemment, mais avec l'arrivée des Britanniques et des marchands britanniques, eux, ils vont y voir une belle occasion d'affaires. Alors, ils vont implanter une distillerie de rhum à Québec et même non pas seulement une, mais 2 et même Ah ouais? 3. Eh oui, Elles eh étaient oui. situées où, par curiosité, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Pour Québec? ceux qui connaissent la ville de Québec et par exemple, celle de William Grant où, bah, il va finir par toutes les acheter. Heu, mais il y en avait une au pied de la côte de la Canotterie, OK. pour, ceux qui peuvent se situer là, c'est, face, à l'ancien marché du Vieux-Port. Mmh. Il y en avait une autre, dans le quartier, Saint-Roch et la troisième là, j'oublie, où est-ce Bon, qu'elle était située, mais ça enfin donne une idée. mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, bon, on a tous flairé, chez les marchands britanniques la belle occasion de faire des bonnes affaires, parce que, la boisson était très, très populaire. Mais la concurrence américaine était aussi très, très vive parce que dès 1760, les bateaux américains arrivent à Québec et viennent écouler leur production de rhum. Ah, alors là, et évidemment, en parallèle à tout ça, les administrateurs britanniques vont se dire: «Ben, écoutez, là, vous voulez nous faire concurrence, dans nos colonies, là. Si vous produisez du rhum à Québec, non, non, ça peut pas aller, là, ça peut pas marcher parce qu'on veut que le rhum, ce soit un produit des Antilles. Ici, vous allez devoir, vous tourner vers autre chose, ou d'autres genres de production». Alors effectivement, le goût du rhum va avoir une connotation ou une coloration un peu politique. On va couper l'accès à la mélasse, pour tout simplement, diversifier, diriger la production de rhum vers les colonies, antillaises. Ça Oui, sera la fin de l'épisode de la distillerie de rhum à Québec. ouais, on se tournera plutôt vers la bière après. Ah, tout à fait. D'ailleurs, Molson va en profiter parce que lui, il vient tout juste d'établir sa brasserie à Montréal, quand on ferme la dernière, distillerie de rhum à Québec. Alors, il pourra certainement profiter de l'occasion.
Mmh. Et parlant de bière, bon, on sait que l'intendant, Talon avait, établi une fameuse brasserie, en basse-ville, sous le régime français. Mais lorsqu'on pense bière aujourd'hui, on pense souvent plus à la tradition, britannique, parce que, bon, du côté des Français, on pense plus au vin. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'ampleur à partir du régime britannique, la bière? On va importer beaucoup de bière, beaucoup de porter, entre autres, mais c'est un goût auquel les colons, canadiens ne sont pas habitués. Il y a de la fabrication de bière qui se poursuit. Bon, on vient de parler de la brasserie de Talon, mais évidemment, ça va faire long feu. Heu, mais par la suite, il y aura de la production artisanale et cette production artisanale-là va se poursuivre là, tout au cours des années du 18e siècle, de sorte qu'il y aura toujours une production artisanale. Heu, puis lorsque les Britanniques vont arriver avec leur bière puis leur goût, et ça va heurter de front, les goûts des, résidents, urbains, va aussi, déplaire aux ruraux, de sorte que le marché va plutôt viser, la population anglophone, qu'il s'agisse des militaires en garnison ou encore, des marchands et de la communauté anglophone qui commence à se développer petit à petit, puis qui va se développer encore plus avec l'arrivée des loyalistes, après la Révolution américaine. Alors, il y a une chose, mais il faut savoir que, lorsque les Britanniques et ça, je pense que c'est très important de le mentionner, lorsque les Britanniques, s'établissent à Québec et par la suite partout ailleurs en colonie, ce qu'ils recherchent, c'est de recréer leur répertoire culinaire. Comme les Français avaient Là essayé de le faire. exactement, c'est exactement le même phénomène. Alors, là, ils cherchent à se nourrir à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on va avoir la moutarde de rhum, le rhum, le porter, Les marinades. les marinades et cetera, parce que les Français, ou les Canadiens ne consommaient pas de marinade. Ce sera un apport, des Britanniques qui va se développer surtout au 19e siècle. Heu et ça, je pense qu'il faut voir ça comme, tout simplement une adaptation à leur nouvel environnement, mais tout en essayant de recréer, celui qu'ils connaissaient, dans leur mère patrie. Ceci dit, il faut rajouter qu'au niveau des vins, c'est Mmh. exactement le même phénomène qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va couper l'approvisionnement en vin français, guerre oblige, évidemment. Et on va se mettre à importer des vins espagnols et portugais. Pourquoi? Tout simplement parce que les Anglais ont investi massivement dans ces vignobles-là et ils veulent écouler leur production dans leur nouvelle colonie. Alors, mais ça heurte de front, le goût des Canadiens, à tout le moins de ceux qui boivent du vin. Parce que, les vins sont un peu différents, sont peut-être plus de tanins, je ne sais pas, Ouais. mais ça heurte profondément les goûts, de sorte qu'on se dit que les vins tachent la nappe parce qu'ils sont c'est des gros rouges, ce sont des vins de moindre qualité et cetera et cetera. Mais avec l'arrivée du traité d'Éden en 1786, là, on va commencer à voir réapparaître les vins français. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Français connaissent à nouveau une période de surproduction de vin et ils doivent l'écouler par tous les méthodes, les moyens possibles, de sorte qu'ils vont conclure un traité diplomatique pour pouvoir écouler leur vin en Angleterre et évidemment l'amener dans la colonie. C'était fascinant. Malheureusement, c'est tout le temps dont disposait Monsieur Desloges. Un grand merci. Je rappelle à ceux qui voudraient en savoir plus qu'ils peuvent se tourner vers À table en Nouvelle-France, la deuxième édition de votre livre que vous venez de lancer au mois de novembre 2020. Et donc, dans lequel vous trouverez de nombreuses recettes pour être capable de tester cette alimentation de la Nouvelle-France et également de nombreuses informations et une riche iconographie pour être capable d'en apprendre plus. Un grand merci, Monsieur Desloges. C'est moi qui vous remercie.